Si vous aimez cette aventure du Tour de France à vélo et ces épisodes, le meilleur moyen d'aider les Moustachus en vadrouille, c'est de mettre un pouce bleu sous cette vidéo, de s'abonner à la chaîne des Moustachus en vadrouille et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vadrouilles à venir. Bon épisode. C'est l'histoire de trois potes qui savent à peine pédaler, mais qui décident de faire un tour de France à vélo et de partir à la conquête de 20 des plus beaux villages de France, à travers 6 régions différentes. Armés de leurs plus beaux bérets et de leurs plus belles moustaches, ils ont pour but de découvrir leur pays à travers son patrimoine et ses traditions. Ces trois moustachus ont pour nom Jérémy, Kevin et Hugo. Voici leur histoire. On a plein de villages qui... C'est nous qui l'avons fait. Putain. Notre aventure dans cette région Pays de la Loire démarre avec une grosse journée de route entre le village de Montsoreau et notre village phare, Vouvant en Vendée. Nous n'avons presque plus de batterie et donc plus de musique pour nous motiver sur la route. Mais heureusement qu'Hugo est là et je peux vous dire que c'est bien mieux qu'une enceinte. Vous faites partie de ces cyclistes qui roulent en plein milieu de la route. Alors tout le monde se pose la question. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous répondre sincèrement pourquoi est-ce que vous faites ça? Bien sûr. Alors moi si je fais ça c'est simplement pour casser les couilles. Voilà. J'ai pas de raison spécifique. Moi j'aime casser les couilles en général. Voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire tomber ta caméra de suite. Arrête! On se marrait bien sur la route jusqu'à que Kevin éclate un de ses pneus dans une petite bourgade en fin de journée, tout proche de notre destination. Mais heureusement, après tous ces kilomètres à vélo, on commence à devenir de vrais petits mécanos en herbe. Et regardez-moi cette concentration digne d'un moine Shaolin sur le visage de notre Kevin national. Et hop, une fois le problème réglé, on fonce sur la route en espérant que la route Kevin ne se détache pas sur le chemin et on donne quelques derniers coups de pédale jusqu'à notre 19e et village phare de cette région, Vouvant. Nous sommes de vrais petits vénards. Nous avons la chance d'être accueillis dans la maison d'hôte, le relais de la Grande Rue, pour notre passage dans ce beau village vendéen. Je vous présente Jacqueline Berland qui nous accueille avec son mari Gilles et qui aura été une vraie maman poule avec nous et une vraie bouffée de bonne humeur pour trois moustachus pas mal esquintés par la route. Ok. T'es ouvert au max là? Comme vous pouvez le voir, les moustachus ont la particularité d'avoir les yeux gonflés et des têtes d'enterrement au réveil. Et nous avons fait une petite compilation de nos plus belles têtes du matin juste pour vous. Alors on vous laisse voter en commentaire pour savoir qui remporte la palme du zombie le plus effrayant du matin. Mais le meilleur remède contre les yeux gonflés, c'est un bon petit déjeuner préparé avec amour par notre hôte avec de la confiture maison et de la brioche vendéenne bien sûr. Une fois le dernier croissant englouti, on ferme bien à clé pour protéger les restes de la brioche vendéenne des possibles voleurs et on part à la visite du village de Vouvant.
Vouvant, c'est notre 19e et village phare de la région Pays de la Loire en Vendée. Cette cité nous a de suite impressionnés par sa remarquable conservation et la beauté des paysages qui l'entourent. Mais derrière la simple apparence de ce beau village de France se cache une histoire et je dirais même une légende. Et qui de mieux pour nous parler de l'histoire du village que Thomas Thiriot, guide conférencier de l'Office de tourisme Pays de Fontenay en Vendée. Thomas nous explique d'abord que Vouvant est enserré dans une boucle de la rivière Mer, derrière une enceinte fortifiée encore bien conservée. En l'an 1000, Vouvant n'est qu'un tertre rocheux et boisé. Dès 1010, Guillaume, le grand-duc d'Aquitaine et comte du Poitou, fera édifier une chapelle desservie par des moines. Dès 1030, le site devient un château fort et fin du XIe, la chapelle devient église qui, au milieu du XIIe siècle, sera cernée par un habitat groupé. Puis, Thomas s'arrête et nous parle d'une fée qui vient hanter le village et ses habitants une fois la nuit tombée. Alors moi, naïf comme je suis, j'ai du mal à y croire, mais il le dit d'un ton si sérieux que j'avoue avoir douté. Cette fée mi-femme, mi-serpent, c'est Mélusine, qui maudite voit ses jambes transformées en queue de serpent tous les samedis. Pour contrer le maléfice, l'homme qu'elle épousera ne devra point chercher à la voir ce jour-là. Le comte Raymondin épouse la fée et devient le plus puissant seigneur du Poitou. Mélusine, la bâtisseuse, construit le château de Lusignan sur les terres de son mari. Mais Raymondin, voulant percer son secret, l'aperçoit un jour dans son bain avec sa queue de serpent. La fée se met alors à hurler et s'envole par la fenêtre. On raconte qu'elle hante depuis ce jour les ruines du château. Thomas se transforme maintenant en aventurier et nous emmène ensuite entre fougères et bambous sur les bas du village, tout proche de la rivière Mer. Alors pour une fois, les moustachus se taisent et aiguisent leur sens. On pouvait partir de ce côté. Et oui, on raconte que Vouvant, cité moyenâgeuse entourée de remparts, a été créée par la fée Mélusine d'une gorgée d'eau et d'autant de pierres que pouvait contenir son tablier. On se balade dans les ruelles pavées du village et entre les maisons enduites de chaux, c'est vrai que la rivière Mer participe grandement au charme de ce village qui est entouré par une grande quantité de verdure et de plantes qui sont un vrai bol d'air frais. On vous encourage à aller vous balader sur le vieux pont de Vouvant, de passer voir l'ancien lavoir public, mais surtout de vous arrêter à l'église Notre-Dame de l'Assomption, classée premier monument historique de Vendée. La partie basse, romane, datant du XIIe siècle, fait sa réputation avec son portail connu pour ses sculptures monumentales, représentant des personnages, des végétaux, des animaux et des créatures fabuleuses. Puis la partie haute, gothique, construit au XVe siècle, et enfin son magnifique clocher octogonal construit au cours des travaux de restauration des années 1880 et qui domine tout le village. Et à l'intérieur, vous tomberez sur l'orgue de Vouvant, construit en 2020 par la manufacture d'orgue Yves Faussaire à l'initiative de l'association Orgue et Musique à Vouvant qui en est le propriétaire. Plus de 600 dons privés ou d'entreprises de 49 départements, mais aussi de l'étranger, ont permis de concrétiser ce projet. Et il fallait bien aller voir si Mélusine rôde encore dans la tour qui porte son nom et qui se situe sur la place centrale du village où se tient aussi son marché. Il n'y a pas d'ascenseur ici, hein, d'accord. Et non, pas d'ascenseur Jérémy, aucun répit pour les cuisses des moustachus, on monte à pied pour avoir une vue imprenable sur tout le village et ses alentours. J'ai bien cru avoir entendu la fée Mélusine un moment, mais non, fausse alerte, ce n'était qu'un pigeon. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi et que vous pourrez faire un coucou de ma part à Mélusine. Ah, et voilà le moment que nous attendions tous avec impatience. Et je ne dis pas ça parce que nous avons rendez-vous dans une boulangerie-pâtisserie qui fait de délicieuses spécialités locales comme des brioches vendéennes par exemple. Et non, je ne vois absolument aucun rapport avec ça.
Et oui, vous l'aurez compris, c'est Gaylor Bono qui passe devant la caméra pour nous parler de son travail de boulanger-pâtissier au village de Vouvant, mais surtout pour nous faire découvrir les spécialités vendéennes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Gaylor prend d'abord une bonne baguette de pain et nous prépare un préfou maison qu'il met au four. Et ok, là ça va être dur de tenir le temps de l'interview parce qu'on commence déjà à baver. Mais la vraie surprise, c'est une spécialité d'ici un peu moins connue, le gâteau minute. À une époque, ça a été créé dans les années 30-40. Et c'est un gâteau avec une grosse conservation. Et puis en fait, c'est quand on avait des invités à la dernière minute, on l'avait sous la main et on le sortait comme ça, d'où le gâteau. D'où le nom, d'accord, ok. Et bien sûr, Gaylor a son ingrédient secret, qu'il appelle l'anchois, qui rend ses gâteaux minutes si uniques. Et on aura eu beau batailler pour connaître la composition de l'anchois, notre nouveau copain aura su garder sa langue dans sa poche. De l'anchois. Pourquoi de l'anchois? Parce que personne ne le saura. Il y en a souvent, ils me disent c'est quoi ta recette? Comment que tu fais? Je mets beaucoup d'anchois. Une fois la pâte prête et préparée, Gaylor moule ses gâteaux, ajoute une pincée ou plutôt une louche de sucre, enfonce ça au four et il n'y a plus qu'à attendre la dégustation. On n'a pas le choix. C'est vrai que ça fait sec comme ça à la vision, mais après au goût c'est hyper bon. Ouais. Vous sentez l'anchois les gars ou pas du tout là? Ouais. C'est Raoul là. Le gros de la team en train de couper le gâteau là. Il sert qu'à ça lui, à couper les gâteaux. Moi je tiens juste à manger. Monsieur Mérigot. Comme le dit Gaylor, on pourrait croire que le gâteau minute est sec à première vue, mais c'est en fait très moelleux. Les gâteaux minutes sont amplement validés et recommandés par les moustachus en vadrouille. Je crois qu'on va se reconvertir en critique de bouffe, on a ça dans la peau, dis donc. Moi donc c'est Gaylor Bono, je suis installé depuis 13 ans à la boulangerie de Vouvant. J'ai fait mon apprentissage sur Fontenay-le-Comte sur 3 ans. Après j'ai vadrouillé dans 2 ou 3 boulangeries pour acquérir un peu d'expérience et puis finir à mes 23 ans. Donc je me suis installé ici à Vouvant, où on est maintenant 6 à travailler avec moi. Nous on cuit 7 jours sur 7 et 364 jours sur 365 quand on ferme le premier de l'an. Ouais, normal. Dans un petit village comme ça, si on veut avancer, qui n'avance pas recule, si on veut avancer un peu, j'ai pas mal de dépôts dans les villages alentours. C'est pour ça que nos fours cuisent 7 jours sur 7 pour pouvoir garder cette clientèle et puis surtout fournir nos dépôts qui aiment bien avoir un seul boulanger à la semaine et puis pas le changer quand moi je suis en repos, ouais. Et puis ça crée de l'emploi, tout qu'on fait quand même, ce qui est intéressant, ouais. Vraiment, ouais, c'est une fierté vis-à-vis déjà de mes grands-parents, c'est mes terres, on va dire, paternelles. J'ai passé mes vacances gamin chez mes grands-parents où je pêchais beaucoup en plus, on pêchait beaucoup. Et Vouvant, ouais, c'est une fierté d'être ici pour ça. Et j'aime bien avoir un cercle d'amis, j'ai du foot, de la moto, je pêche, plein de choses comme ça. Donc rester dans mon côté local, le terroir, c'est un ventre à chou comme on dit. Déjà ça commence par les horaires, hein. Les horaires sont bien moins importantes et puis contraignantes qu'à une époque. Maintenant on a des systèmes de fermentation froid ou en pousse contrôlé pour le pain, ce qui nous permet de nous lever moins tôt. Pour moi en qualité on est mieux, on travaille avec du blé, les minotiers travaillent avec du blé certifié, avec des contrats agriétiques, ils appellent ça, sur des filières courtes, des choses comme ça, ouais. Il y a eu cette évolution là comme ça. Après il y a eu la pâtisserie, il y a eu tout ce qui est dérivé, les produits régionaux en particulier, quoi. C'est des choses, ouais, qu'on vachement évolué. Je disais, on a rien inventé, on n'a fait que d'apprendre sur les produits régionaux. Il y a une sorte de charte à respecter et puis essayer d'y mettre sa patte, de dériver un peu le produit. C'est pas ce que moi je recherche, c'est plus le côté traditionnel, garder les traditions et les valeurs qu'on nous a inculquées, ce qui a été inventé par, on va dire, nos ancêtres boulangers. Ah oui d'accord. On va finir éclaté Hugo. On va finir éclaté, avec un peu de départ. Sortez de moustachu alors. Ouais, moustachu. On dit chez nous avec des moustachus? Non, c'est tout faire le cul. On comprend enfin pourquoi le préfou avait été mis au four avant l'interview.
Gaylor avait tout prévu. Alors on pose les caméras, on sort un gros pack de bière, on trinque, on se marre, on parle de tout et de rien, et on fait le monde comme de vieux copains quoi. Gaylor nous a même avoué que quand il a appris que 3 gars allaient venir le filmer dans sa boulangerie, il n'était pas très enchanté. Il s'attendait à une équipe de télé un peu chiante et intrusive. Il était en fait loin d'imaginer que ce seraient 3 jeunes déconneurs à vélo qui allaient débouler. Il a été plus que surpris et ça nous fait plaisir, parce que c'est notre credo. On cherche avant tout l'authenticité, le vrai et la bonne humeur dans ces interviews. Et je crois que c'est pour ça qu'à chaque rencontre, nous faisons toujours un nouveau copain. Le plus beau village de Vouvant est aussi connu pour ses artistes, ses peintres, ses sculpteurs, ses artisans du cuir, ses vitraillistes, joailliers et plein d'autres. Tous ces artistes sont réunis sous une seule bannière, celle de l'association Vouvant Village de Peintres, qui œuvre depuis plus de 10 ans à promouvoir les artistes contemporains grâce à des ateliers d'artistes et des expositions dans le village. Nous avons été accueillis dans chaque atelier par un passionné, heureux de nous montrer son travail, de nous faire part de sa manière de travailler et de l'histoire derrière ses œuvres. Chacun a sa spécialité, sa patte artistique, ce qui crée une grande diversité d'œuvres et de talents. De plus, ces artistes s'entraident et partagent. Ce sont des amis, je dirais même une grande famille. On vous a beaucoup parlé de ces artisans qui font vivre leur village, mais il ne faut pas oublier ces artistes qui participent aussi grandement à la vie culturelle de ces villages tout aussi importantes. Ces événements et expositions attirent des touristes et des voyageurs, et même les villageois venus voir les nouvelles œuvres de leurs compatriotes ou de nouveaux artistes invités par l'association. En se baladant entre ces ateliers, nous ressentons une ébullition de créativité et cela fait du bien aux photographes vidéastes que nous sommes. Et c'est dans un lieu un peu atypique de ce village que nous finissons cette belle journée. On se croirait dans la jungle amazonienne, mais non, nous ne sommes que chez Yves Pestalozzi. Et son chez lui, c'est aussi un écomusée où sont mis en avant de jeunes artistes des environs par exemple. Yves est maintenant conseiller en art et bien sûr il aime l'art, il aime les artistes, mais son but c'est aussi de les aider, nous a-t-il dit. Je ne sais pas si c'est le soleil couchant, toute cette verdure, ces pièces pleines de vieux outils d'artistes, mais on se sent bien ici. Il y a comme une ambiance, une mystique difficile à décrire. Et on finira cette journée assis à écouter ce personnage haut en couleur nous raconter ses histoires un peu folles entre blagues et anecdotes. Merci à Vouvant, à ses habitants qui se sont démenés pour nous accueillir au mieux, et cela aurait été une vraie réussite. Et voilà, les moustachus et les moustachettes, l'épisode est déjà terminé, mais restez connectés car il reste encore plein de nouvelles aventures dans le prochain épisode en Nouvelle-Aquitaine, comme par exemple notre retour à l'état sauvage, la découverte d'une église souterraine, notre visite du village d'Opter-sur-Dronne avec le maire, une interview riche en émotions, et finalement notre grand retour à Bordeaux. Et si vous ne voulez pas rater tout ça, rendez-vous le dimanche 28 novembre sur la chaîne officielle des Moustachus en Vadrouille pour le prochain épisode sur notre traversée de la Nouvelle-Aquitaine. Pensez à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas louper la suite des aventures. Et pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez être sûr de ne rien rater de cette vadrouille et des prochaines à venir.